Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à 24 images secondes, le podcast animé par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 30. Et oui, c'est important, le 30e épisode qui s'appelle 24 images voix double. Un podcast sans chroniqueur, c'est comme un vampire qu'on prive de sang bien frais. Alors les voici, les dévoreurs de péloches, les fanatiques de chair cinématographique. On commence évidemment avec la gardienne du temple, 24 images secondes, c'est Christina. Bonjour. Bonsoir, merci de m'avoir laissé rentrer. Mais de rien, à tes côtés, elle a obtenu son accréditation, je le dis, au Festival de Cannes, on est fiers, elle va porter les couleurs de notre podcast et se revigorer de séances interminables dans la nuit cannoise. C'est Louise. Bonsoir Louise. Bonsoir, trop hâte déjà de cet épisode, mais aussi évidemment d'aller à Cannes. Oh oui. Le voilà, le chasseur de bons films, le Van Helsing de notre groupe, c'est Mister Thibault. Bonsoir Mister. Bonsoir à toutes et à tous. Et en face de toi siège une créature, une espèce de goule qui ingurgite et recrache avec véhémence et cynisme tout ce qu'elle voit. C'est le docteur Raymond. Bonsoir docteur. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Oh, inspirant, inspiré. Et moi c'est Jérém, votre humble serviteur, et nous aurons également le plaisir d'avoir des interventions de notre ami Julien, que vous connaissez, sur 2 des 4 films de notre show. Je ne dis pas lesquels, vous découvrirez tout à l'heure. Allez, on plonge direct dans le bain avec notre premier film actu. La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Sans transition, aucun autre choix. 10e film réalisé par le futur président d'ailleurs du jury d'un certain festival de Cannes, le sud-coréen Park Chan-wook. 미국에서는 해고를 도끼질한다고 한다면서요. 한국에선 뭐라 그러는지 아세요? 넌 뭐하지야? Le pitch, il s'agit d'une adaptation du roman américain Le Couperet signé Donald E. Westlake, publié en 1997 et déjà adapté au cinéma français d'ailleurs, sous le même titre, par Costa Gavras en 2005. Alors ça parle de Yu Man-so, un ingénieur dans une papeterie depuis 25 ans, et il est soudainement licencié, il cherche à tout prix un nouvel emploi pour protéger sa femme Miri et leurs 2 enfants. Il tente surtout de garder leur maison qu'il avait rachetée avec beaucoup de difficultés. Il n'a aucun autre choix que de préparer sa propre guerre contre les potentiels candidats d'une offre d'emploi dans une usine japonaise. Mais qu'est-ce qu'ils en ont pensé, nos chroniqueurs ? On va commencer avec la gardienne du temple, on va commencer avec Christina Park Chan-wook. Aucun autre choix, on t'écoute ma chère. C'était clairement ma plus grosse attente du début 2026. Ah oui, carrément. Et puis ça m'a donné raison, puisqu'en plus, comme tu l'as dit, c'est l'année Park Chan-wook, où son cinéma a été mis à l'honneur pour le futur Festival de Cannes. 23 ans après le prix de Old Boy en 2003. 23 ans. Ah ouais, 23 ans. C'est presque la durée, 25 ans du labeur de notre personnage Mansu dans son entreprise. 25 ans à faire exactement tout ce qu'il fallait. Travailler, construire une maison, fonder une famille, cocher toutes les cases de la réussite sociale. Puis petit clin d'œil, 25 ans, en fait c'est exactement le temps, la première collaboration de l'acteur Lee Byung-hun qui l'interprète avec le premier film de Park Chan-wook en 2000, Joint Security Area. Donc 25 ans de travail, 25 ans de collaboration. Le film commence sur cette image parfaite, et complètement parfaite, mais parfaitement artificielle. Je pense d'ailleurs, en plus, l'image est vraiment, dans la grande majorité, construite à l'IA. Et puis toute très vite, cette surface se fissure et tout s'arrête. Il est licencié. Mais en fait, Mansu n'y perd pas seulement un emploi, c'est une identité qu'il perd. Le film montre justement que le travail n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, c'est ce qui organise la place dans la société, dans la famille et même dans le regard qu'on porte sur soi.
Quand Mansour est licencié, il perd pas seulement un salaire, il est sorti du système. La première partie du film peut d'ailleurs sembler un peu flottante, le récit avance un peu par fragments, et on voit pas tout de suite où est-ce que tout ça nous emmène, mais en réalité, ce flou épouse la désorientation du personnage, et qui est en complet, il est en perte de repère complet, un peu comme nous. Et on est également dans une forme moins familière au réalisateur, puisqu'il va retrouver toute sa verve plus dans la deuxième partie, et tout ce qui fait l'ADN de son cinéma, le thriller, la violence, et c'est là que ça devient clairement intéressant et puis glaçant. Mansour, il se met à raisonner de manière très froide. Dans un monde où tout le monde se bat pour le même poste, comme tu l'as dit, il faut éliminer la concurrence. Et il n'y a pas d'autre choix. Mais le film suggère que cette absence de choix est une intériorisation sociale. C'est parce qu'il ne peut pas imaginer d'autre manière d'exister socialement que son raisonnement devient possible. La mise en scène accompagne cette idée. Les cadres sont très bien composés, presque géométriques. Les bureaux impersonnels, les intérieurs trop ordonnés, tout devient progressivement étouffant. Comme si les espaces reflétaient l'impasse mentale du personnage. Et Park s'attaque frontalement aussi à la masculinité toxique par ce trait-là. La faiblesse masculine provient d'un blocage mental induit par la société capitaliste où l'intelligence émotionnelle se fige. Et bienvenue en idiotie. Là où les femmes, elles restent pragmatiques, lucides, face à l'absurdité de la pression du patriarcat qui fait du travail la seule voie d'autoréalisation masculine. À ces notions d'agressivité, de mérite, d'hyper-compétitivité, son protagoniste pathétique et dangereux rappelle Odessou dans le somptueux Old Boy, un homme ordinaire dont la bêtise émotionnelle déclenche l'horreur. Un peu, ça m'a fait penser par ce côté-là aux frères Cohen ou des individus fondamentalement banals accomplissent des actes ignobles. Réunir les obsessions de son cinéma, la violence, la culpabilité morale, et les confronter aux thèmes brûlants de notre époque, le changement climatique, avec l'usine, le féminisme, la masculinité toxique, les déguiser en thriller hyper violent et comique dans le capitalisme sauvage, Park n'avait peut-être pas, lui non plus, d'autre choix dans son parcours de cinéaste, et laisser planer une question simple, mais qui est profondément dérangeante. Que devient une société quand la valeur d'un individu se mesure uniquement à sa capacité à rester dans la course ? Merci Christina. Thibaut, t'en as pensé quoi toi, ce film ? T'as aimé aussi ? Oui, j'ai plutôt bien aimé, 4 ans depuis qu'on n'avait pas vu le cinéaste depuis Decision to Live. Ouais. Bon, je vais pas non plus aller par 4 chemins, je trouve que aucun autre choix, c'est pas le meilleur film du cinéaste. Non. C'est peut-être l'un des moins réussis, mais ça reste quand même bien au-dessus de la majorité des productions actuelles. Dans le film, on a souvent reproché au cinéaste d'utiliser une mise en scène un peu tape à l'œil, clinquante, qui ait fait beaucoup de mouvements de drone, de travelling, et je comprends que ce genre de démonstration puisse fatiguer. Moi, à mon sens, Park Chan-wook, c'est un des cinéastes les plus brillants dans la mise en scène, dans la construction de ses cadres et dans sa capacité à faire vivre plusieurs scènes en même temps. Et je pense que celle-ci est plus fédératrice quand elle est organique, comme dans Old Boy ou Mademoiselle. Ici, j'ai trouvé qu'elle était plus froide, qu'elle s'attardait plus, pas sur les corps, mais plus sur les structures, comme l'a dit Christina avec sa géométrie. Et dans Aucun autre choix, la direction artistique, elle est associée au montage, elle développe une multitude de réflexions autour du monde du travail, et je trouve que c'est passionnant, même si je pense qu'il faudra plusieurs visionnages pour en saisir toutes les subtilités. Ici, le cinéaste présente une vision très sombre et très pessimiste du monde de l'entreprise, où le salarié, comme tu disais, est transformé en variable d'ajustement, où le travail devient un lieu de déshumanisation, et où la famille représente un refuge fragile où s'immisce quand même le capitalisme et la honte sociale. Il y a un élément que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est la maison du protagoniste, Yo Man-soon. Ça m'a beaucoup fait penser aux maisons labyrinthiques de Mademoiselle, justement, ou de Parasite, avec cette même logique sociale. Dans Aucun autre choix, la maison elle a plusieurs fonctions. D'une part, elle incarne à la fois le statut social, parce qu'on va voir d'un plan large dans le film qui montre la maison en périphérie de la ville, entourée d'immeubles. Elle représente également une réussite personnelle. Parce que tu l'as dit, Christina, qu'il l'a construit. En fait, non, c'est la maison de son enfance qu'il a cherché à récupérer. Et le rapport à la propriété du héros, ou la perte de la maison... Je parlais plus du décor tout autour. Le jardin, etc. Mais la maison, elle est... C'est vrai que c'est lui qui construit le jardin, mais la perte de la maison signifie l'échec et qui finit par devenir également une forme d'aliénation aux yeux de la société. D'ailleurs, plusieurs maisons sont importantes dans ce film. Oui. Les maisons sont des personnages importants. Tout à fait. Alors, est-ce que le film est cynique ? J'avoue, je me suis pas mal posé cette question à la sortie de séance.
Et je pense qu'il critique surtout le cynisme de la société, en particulier celui du monde professionnel, où la loyauté est récompensée par l'exclusion, où la respectabilité est liée à la solvabilité, et où la performance conditionne la dignité. Le paradoxe du personnage, et l'ironie tragique du film, hein, c'est que le héros cherche à préserver cette dignité, mais que chacune de ses décisions l'en éloigne. Le film regorge de sujets périphériques au travail. On parlait de la famille, hein, les enfants qui représentent le prolongement de la réussite sociale et aussi de cette aliénation. La petite fille du héros avec le violoncelle, elle est déjà dans une logique de compétitivité et en même temps, son incapacité à jouer devant ses parents traduit une forme de malaise sous-jacent. On ne sait pas si c'est associé à la violence éthylique du père, mais on le suppose. Parce que là aussi, hein, comme les maisons, l'alcool semble être un passage obligé du chômage. À côté de ça, je pense que le long-métrage aurait gagné à être plus court. Il met quand même beaucoup de temps à rentrer dans le cœur du sujet et la froideur globale du récit peut rebuter. Mais à côté de ça, c'est virevoltant, c'est léché, bref, c'est Park Chan-wook. Ouais, je suis d'accord en partie parce que avant de donner la parole à Louise, moi je vais climatiser un peu les louanges parce que moi j'ai adoré les premiers films de Park Chan-wook. J'ai même adoré Mademoiselle aussi, mais je trouve qu'il a tout ce que vous venez de dire, il l'a déjà un peu raconté dans d'autres films. Et alors moi j'ai vu Le Couperet, j'ai vu celui de Costa Gavras avant et je l'ai adoré. Et je l'ai trouvé plus sec et plus puissant que celui-ci, alors que celui-ci est très bien adapté à la Corée du Sud, à la compétitivité, tout ce que vous avez dit, je ne vais pas répéter. Donc voilà, c'est un film qui est en fait c'est en partie pour moi réussi, mais je trouve que sa mise en scène qui était flamboyante, il fut un temps, qui était adaptée au ressenti de ses personnages. Là, j'avais déjà ressenti ça un petit peu dans Decision to Live, un léger essoufflement, on va dire, hein. Attention, hein, c'est quand même Park Chan-wook, donc ça a de la gueule. Mais là, par exemple, il y a des plans, je me suis dit, mais c'est vraiment... c'est léché pour lécher. Il y avait un moment, je me souviens très précisément, où le héros est caché derrière, il observe la maison là, d'un de ses concurrents, le premier, le plus long à se développer, on va dire. Et il y a un plan, un travelling arrière qui recule jusqu'à lui, d'une vitesse folle, et qui sert à rien. Il est juste planqué là, on sait qu'il est planqué là. Et je me suis dit, ok. Ça m'avait fait penser à Panic Room avec le plan dans la tasse de Fincher, où... C'était déjà de l'esbrouf. Mais je trouve que là, dans ce film-là, il y a beaucoup d'esbrouf en fait. C'est très appuyé la mise en scène et du coup, ça m'a sorti plusieurs fois du film. Voilà, mais bon, c'est quand même inventif. C'est assez profond, effectivement, sur le monde du travail. C'est un peu clipesque, comme le pire, c'est Stalker. Je sais pas si vous avez vu. Pour moi, c'est son moins bon film qu'il a fait aux États-Unis. J'aime beaucoup. Là, c'était vraiment vide. Je l'aime bien. Ah ouais, moi, j'aime beaucoup Stalker. Moi aussi. Je trouve qu'il a un côté vénéneux que j'adore. Ah ouais, non, mais vénéneux, c'est Mademoiselle. C'est beaucoup plus vénéneux. Ah oui, non, mais c'est ce que je retrouve le plus dans Stalker, c'est Mademoiselle, ouais. Enfin bon, en tout cas, voilà. Là, disons que la deuxième partie m'a un peu plus convaincu que la première, effectivement, comme vous tous. Mais j'ai trouvé que c'était un petit pétard mouillé. Mais voilà, j'ai quand même apprécié en grande partie ce film et je donne la parole à Louise. Aucun autre choix, comme vous l'avez dit Thibaut et Christina, c'est une critique acerbe de la politique capitaliste de la Corée du Sud, où perdre son emploi c'est comme être décapité, introduisent d'entrée les personnages. On enseigne aux personnes virées des rituels de méditation, voire même de relativisation assez ridicules et, il faut le dire, inquiétants, car révélateurs d'une société gangrénée par des obligations de réussite professionnelle au détriment du personnel. Le réalisateur file la métaphore de la décapitation puisque notre personnage, spoiler, parvient au poste qui le fait rêver, où il doit d'ailleurs décapiter des gens, en décapitant littéralement ses concurrents. C'est brillant et macabre. Le plan morbide du personnage nous met dans la position de voyeur, on épie ces mecs décapités dans leur quotidien, qui jurent avec leur CV brillant sans tache, et oui car ils sont tous alcooliques, tu l'as dit Thibaut, séparés, au bord du divorce ou cocus. Le scénario, moi je l'ai trouvé super, et perso j'y vois un gros clin d'œil à The Office, version Michael Scott a pris des enfêtes en Corée du Sud. Merci à tous. Alors, on va faire rapidement un petit top 3, puisqu'il a fait 10 films, donc on peut se permettre de faire un top 3 donc de Park Chan-wook. On va commencer par Christina pour aller dans l'ordre. Quels sont tes 3 Park Chan-wook préférés ? J'ai pas tout vu, mais je pense que je dois aimer l'humour un peu décalé. Old Boy, bien sûr, hein. Il n'y a pas photo. Ouais, en premier, après, moi, je mettrais Stalker et aucun autre choix. Ah, ok, d'accord. Ah ouais. Thibaut, à toi.
Et ben moi, je mets en 3 Lady Vengeance, Sympathy for Lady Vengeance, que je trouve brillant, c'est de sa meilleure période. Alors c'est Lady Vengeance tout court, je me permets. Non, mais il y a sympathie pour Oui. Monsieur Enfin, Vengeance. Voilà. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est Lady Vengeance, oui, tout à fait. Voilà, tout court. Oui, c'est tout court, exactement. Ensuite, en second, je mettrais All Boy. Et puis en premier, et loin devant, Mademoiselle. Ah oui, c'est vrai que tu l'aimes beaucoup. Bah, moi, c'est All Boy en premier, hein, je suis pas original, mais c'est tellement une claque. Et Sympathy for Mr. Vengeance, parce que ce film, je trouve que c'est en crescendo dans la violence mentale. Enfin, Et en 3, j'ai eu du mal à départager Je suis un cyborg et Mademoiselle, parce que je suis un cyborg, c'est cette sorte d'amour pour ce film. C'est une comédie romantique fantastique. Et voilà, je suis amoureux de ce film aussi. Donc, et toi, Louise? Ah ouais? Bah, du coup, moi, j'adore. j'ai vu que Old Boy et aucun autre choix. Donc, mais j'ai beaucoup aimé Old Boy aussi. Donc, et j'ai bien aimé aucun autre choix. Donc voilà, c'est mon top 2. Bon, bah, mais c'est les seuls ça que j'ai part vus. bien. Ça part très bien. Ça part très bien. Sympathy for... Ouais. moi, j'ai revu Sympathy for Mr. Vengeance et je le trouve profondément doloriste. C'est assez, c'est du cinéma que je trouve aujourd'hui dur à regarder. Ah oui. Que j'avais une facilité à le regarder il y a peut-être 20 ans, mais je pense avec l'âge, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à supporter. Oui, c'est pour ça que moi, c'est un de mes préférés parce qu'il me chamboule et moi, j'adore être chamboulé dans tous les coins. Voilà, et celui-là, c'est le plus violent. Voilà, clairement. Il va très loin. En tout cas, Ah merci ouais, à tous. ce jour, je l'ai fait passer, j'ai mis la clim. Ouais. On passe à notre deuxième film actu qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Il s'agit de Marty Suprême de Joshua Safdie. J'ai un objectif. Si tu crois que c'est une bénédiction, tu te trompes. Ce que je veux dire, c'est que je suis obligé de voir tout ce qui se passe en un dixième de seconde, et cette obligation exige des sacrifices. Ma vie part en morceaux, mais je vais m'en sortir. Tu as besoin d'aide? Je peux t'aider. Je sais que c'est difficile à croire, mais je te le jure, ce jeu remplit des stades à l'autre bout du monde. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales. Le pitch, Marty Mauser, 23 ans, aspire à devenir le meilleur athlète sur la scène mondiale du tennis de table. Le sport est sous-représenté à l'époque aux États-Unis, ce qui rend difficile le financement de ses compétitions à l'étranger. Eh bien, je vais commencer, puisque notre ami Julien ne sera là pour d'autres films. Alors, je vais faire simple, hein, c'est que moi, en gros, déjà, j'étais à reculons. J'ai vraiment eu très peur pour ce film, parce que premièrement, les frères Safdie, je suis fan de leurs 5 premiers films. Voilà. Lady and the Kids en particulier, enfin bref. Et quand ils se sont séparés, je me suis dit aïe, parce que les frères Cohen, par exemple, quand ils se sont séparés, Aïe. les films en solo de Joel et de Ethan, Drive Away Doll, c'est une catastrophe, enfin bref. Et donc en plus, le premier à sortir un film, c'était Benny Safdie au mois de décembre, il y a quelques mois à peine, et c'était The Smashing Machine qui était encore une fois une catastrophe. Et là, donc, oula. En plus, ensuite, moi, je film à Oscar, biopic. Bah, je me suis dit, bon, ça va être encore un film sur le sport à 2 balles aux Américains. Eh bien, j'ai été... Marty Suprême m'a surpris. J'ai été vraiment... J'en ai pris plein la gueule, comme on dit, hein, excusez-moi l'expression. Alors, je sais que les avis sont très divisés sur ce film. J'ai parlé avec beaucoup de gens depuis la sortie de ce film et j'ai remarqué que les détracteurs ont souvent les mêmes arguments. J'ai entendu apologie du vide. Et moi, par contre, je suis pas du genre à avoir un verre à moitié vide. Moi, c'est simple, j'ai vu un verre complètement plein qui débordait de 1000 idées créatives, une par minute, un verre qui débordait de saveurs, de couleurs, de frénésie. Je m'attendais pas du tout à ça, Alors, oui et non, parce qu'au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais attends, la mise en scène, en fait, c'est le même concept de mise en scène que Uncut Gems, que Good Time, enfin en gros. Mais oui, Ça donc n'invente finalement, le rien. boss des deux frangins, c'est Joshua. C'est chacun, Terrence Malick a la même mise en scène dans tous ses films. Enfin, je veux dire, voilà, et là, il y a une patte. Et donc, la patte, en 5 minutes, je me suis dit, j'étais bien. J'ai retrouvé ce que j'adore chez eux, c'est ce côté scorsésien, ce côté qui ne s'arrête pas, où le temps n'a plus d'importance. Il y a même d'ailleurs sur 2h30 une séquence de 3 quarts d'heure, 1 heure qui se passe sur la même nuit. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, c'est un film, comment dire, c'est une démystification, je dirais, du rêve américain et du biopic, donc c'est ça aussi qui m'a fait plaisir. Et
le personnage, il faut en parler bien sûr, de Marty Suprême a fait débat. Je vais citer mon frère pour une fois qui m'a dit « Frangin, j'ai pas réussi à m'adapter, à m'identifier au personnage parce que c'est un connard. » Et, C'est vrai. et moi je lui ai Ouais. répondu « Mais There Will Be Blood, c'est un connard. Il est toutefois en Amérique, c'est un violeur de Niro. » Et là, Marty Suprême, il viole personne, il tue personne, il détruit peut-être quelques vies par-ci par-là. Moi, je l'ai trouvé Moi, je l'ai trouvé attachant. Il est à la fois irritable, il est à la fois galvanisant. Moi, j'ai adoré ce personnage en fait. Hein. C'est ni un modèle, ni un salaud. C'est juste un malin, passionné, qui joue volontier de la séduction, juste de la un ado. manipulation. Alors, ça me fait penser un peu à tous les frères Safdie, tous les films des frères Safdie. T'as Good Time. Pattinson était quand même un personnage quand même un peu un gros con qui faisait mauvais choix sur mauvais choix et qui entraînait son frère en plus là-dedans, ou notre ami Adam Sandler d'Uncut James, qui est aussi quand même un personnage assez manipulateur aussi, quoi. Pareil. Oui, voilà, donc en fait Pareil. Un énorme connard. on retrouve la patte des frères Safdie, et moi j'ai passé vraiment un grand moment devant ce film là. Je sais pas s'il sera dans mes films préféré de l'année, mais c'est vraiment un bel objet de cinéma, un objet jouissif en fait sur le moment comme ça. Et bravo à Joshua Safdie qui pour son deuxième film en solo, parce qu'attention, The Pleasure of Being Robbed, donc considéré comme le premier film des frères Safdie, le seul à la mise en scène c'était Josh, donc en fait c'est son deuxième film. Voilà. Et je passe la parole à monsieur Dr Raymond qui l'a vu d'ailleurs, je crois. Eh bien, on vous écoute. Eh bien, merci. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses qui me plaisent énormément, c'est le côté film historique et reproduction historique, très soigné pour le coup, avec notre cher Darius Khondji à l'image, donc ne boudons pas notre plaisir. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Dont on parlait dans Seven le mois dernier. Tout à fait. Et la déco, c'est le chef déco de Mulholland Drive et Razorhead et There Will Be Blood, justement, Jack Fisk. Les intérieurs, enfin bref. D'où effectivement une plongée très soignée dans des univers effectivement qu'on connaît pas forcément, c'est-à-dire effectivement le monde du tennis de table dans les années 50 aux États-Unis. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas, bizarrement. Voilà. Et donc effectivement des images qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir sur le grand écran, et des milieux qui sont assez intéressants, et puis bien entendu aussi une description du milieu juif new-yorkais des années 50, donc avec ses artisans, avec son petit peuple, avec même ses gangsters. Donc effectivement tout un imaginaire, tout un monde qui nous est recréé et qui prend vie sous nos yeux et qui est très intéressant. Ça avait aussi ses défauts dans la mesure où ça fait un produit qui manque peut-être un petit peu d'unité et qui au final est un petit peu longuet, parce qu'on est sur un film qui dure à peu près 2h50 si je dis pas de bêtises, et 2h30. 2h30, et j'ai trouvé que voilà, ce mélange des deux, même si sur le papier est intéressant, au final donnait quelque chose qui faisait un petit peu bancal malgré l'intérêt respectif des deux parties. Donc voilà, il y a ce manque d'unité qui me pose un petit peu question. Sinon, Timothée Chalamet est un magnifique salopard, et voilà, il a droit à tous nos applaudissements pour ce rôle. Et il aura l'Oscar, je suis prêt à le parier avec vous tous. Voilà. Et le scénario aussi. Louise. Mais vraiment, je m'y attendais, mais pas du tout. Et je l'ai trouvé hyper bien réalisé, hyper drôle, mais c'était génial. Voilà, vraiment, j'ai adoré. Et très inattendu. Et la scène dont tu parlais du miel, pareil, je vais pas dire ce que c'est, mais j'ai été scotchée. Moi, j'adore les histoires dans les histoires, et c'est aussi pour ça que j'aime bien Dupieux, parce qu'il fait plein d'histoires dans les histoires. Bref, là, j'avais mon histoire dans l'histoire, j'adore. Voilà. Et voilà, sinon j'ai trouvé l'histoire vraiment, je me suis complètement laissée emporter dedans, j'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé les relations amoureuses imparfaites, drôles, piquantes. Moi j'y ai cru, j'ai cru à ces personnages, je les ai trouvés hyper bien écrits. Celui de sa copine, en effet, et celui de Gwyneth Paltrow aussi, je la trouve géniale. Elle se laisse un peu embarquer, puis il y a un moment où elle dit vas-y, tu me fais chier, tu me saoules. J'ai trouvé ça, cette histoire parallèle de cette femme qui apparaît dans sa vie et qui disparaît. Je trouve ça en fait très réaliste et très vrai, et je trouve que les attaches qui sont pas des attaches d'ailleurs sont bien racontées. J'y ai cru. Et je suis le fruit de la défaite d'Hitler, qui dit.
Mais J'adore. voilà, il y a Génial. des Arrogant. scènes, des dialogues que je trouve géniaux. Enfin bref, j'en dirai pas plus. Et j'attendais un petit peu la CGI sur les scènes de ping-pong et je pensais qu'elles allaient être sur le... Enfin, je pensais qu'ils allaient avoir, entre guillemets, je connais pas les termes techniques, mais coller la tête de Timothée Chalamet à un vrai joueur de ping-pong. En fait, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont créé une fausse balle de ping-pong. Du coup, c'est un peu... Enfin, comme je me demandais... Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça se voit. Et ça, c'est... Bah, c'est ce qu'ils ont fait, oui. Ouais, mais ça se voit. Enfin, franchement, ça, j'étais un peu là, genre, bon, dommage que ce soit pas techniquement parfait à ce niveau-là, parce que... Mais malgré ce défaut d'effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était quand même hyper convaincant, les matchs. Je les ai trouvés hyper stimulants. Je les ai trouvés rares, mais en même temps, la rareté fait que ça rend le truc hyper stressant. Enfin, moi, la deuxième partie du film, j'ai été mais, tellement stressée avec lui. Enfin, dans toutes ces histoires, là, dans cette espèce de quête insensée... voilà, je trouve que Timothée Chalamet il joue super bien. La scène de fin, ça m'a fait rire parce que ça m'a juste rappelé la scène de fin de Call Me By Your Name où moi je suis juste complètement, vraiment j'ai complètement fondu devant Timothée Chalamet à ce moment-là et ça m'a fait plaisir de le revoir dans une fin un peu similaire à celle de ce film que j'avais adoré. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un très bon On va film. donner la parole à Christina, du coup, maintenant, que je sais n'est pas aussi fan que nous de ce film. Moi, j'étais plutôt partie positive. Hein. Je pensais que j'allais aimer. Ah. Je me suis pas ennuyée. C'est passé super vite. Et hop, écran de fin, j'ai fait and so what, vraiment. Et en fait, La politique du vide. ce sentiment, ouais, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi, parce que c'est facile de dire Oui. que c'est vide, mais vraiment, et les jours et les heures qui sont passés, vraiment le truc, mais c'est dégonflé, mais comme une baudruche. Donc, le film est fait pour impressionner. Tu vois, la trajectoire spectaculaire, l'énergie constante, la caméra en mouvement. Ah oui, et les gros plans, moi, ça, bon, j'ai tendance à me C'est leur gonfler. cinéma. Donc, Enfin, c'est son cinéma. en général, j'aime pas ça, ça n'a pas aidé, mais sinon, vraiment, c'est très beau, il n'y a pas de souci. La performance habitée de Timothée Chalamet, bien entendu, je la remets pas en cause. Et on sent la volonté de faire un film vibrant, électrique, fiévreux. Mais c'est tellement énergique que je comprends pas, enfin, l'émotion, pour moi, elle n'est pas passée. Et il veut pas être... c'est à l'image du personnage. Et oui, comme vous l'avez dit, c'est un peu un connard, mais bon, il veut être vu, admiré, il est pédant, voilà, le film épouse cette obsession, l'obsession du personnage, mais il n'y a jamais rien qui ralentit. Alors c'est pas un problème hein, comme tu dis, les personnages, les crevures, on en a vu et on s'identifie, sauf que là, en fait, on voit pas comment dire, on voit pas la trajectoire, et il n'y a rien qui est expliqué. Le film ne ralentit pas pour nous laisser voir la faille. Il n'y a pas de respiration pour qu'on puisse s'intégrer là-dedans. Il n'y a pas de faille. Et puis, il n'y a pas de contradiction. Et puis, à la fin, il gagne. Mais en fait, il est passé du premier au dernier match. Mais il ne s'est absolument rien passé en termes de ping-pong entre les deux. Il ne s'est pas entraîné. Enfin, il lui est arrivé 1 milliard de trucs. On ne sait pas. Et il n'y a pas cette évolution et cette progression. Il n'y a pas de progression. Il n'y a pas de véritable fil qui nous permet d'avancer avec lui. Comme dans tous les autres crevures et autres films que tu as cités. Où là, les personnages, ils sont développés et on a l'ensemble de l'histoire. Tu parlais des personnages autour qui semblent réduits. Pour moi, ils sont réduits à des fonctions. Ils sont là pour refléter la trajectoire, mais ils existent pas par eux-mêmes. Et dès qu'ils ont servi à quelque chose... Sa petite amie, non, ils sont non. faits l'un pour l'autre. Alors, Elle je sais est pas. pareil, elle est manipulatrice Ça, aussi. je hein. sais Ah pas. non, mais elle a servi, elle sert un truc. Elle sert à un truc, l'émotion prend pas, on observe et puis après, hop, elle sort du récit et on n'arrive pas à traverser ce qui se passe. Donc c'est pas un film sans qualité, il y a une cohérence esthétique. Ah oui, parlons par exemple de la musique. Moi, ça m'a quand même... Je me suis interrogée sur ce choix racoleur de musique des années 80 pour un récit qui se passe dans les années 50. Parce que le Pourquoi début des années 80, c'est la nostalgie ouais, en des fait, années 50. c'est pour plaire au public qui est le sien. Bah oui. Voilà, et les gens qui étaient là dans les années 50, ils sont déjà morts, donc ils peuvent pas aller voir le film. Sinon, on aurait eu des musiques des années 50. Bref, il y a un côté racoleur comme ça, où c'est too much, trop, tout le temps. Et pour moi, il n'y a pas de... La réponse, c'est
qu'est-ce qu'on veut nous raconter. Même, effectivement, après, j'étais avec quelqu'un qui me disait « Ah oui, puis, mais qu'est-ce qu'il fout là, Abel Ferrara ?» Et j'ai dit « Bah, il cherche son chien. » Enfin, voilà. Mais il n'y a pas de cohérence. et pourquoi Chacun et cherche son comment, voilà, chacun cherche son chien. Et c'est ça, pour moi, il n'y a pas de trajectoire et tout est confondu dans l'intensité et il n'y a pas de complexité. Et vraiment, c'est vite. Mais C'est oui, une pub, c'est une c'est pub de Chanel. l'énergie. C'est une pub Chanel de 2h50. Elle est très belle, magnifique. On en prend plein les yeux et encore. Et puis c'est tout. Bon, Thibaut, on t'écoute toi aussi sur le film. Oui, un peu comme tout le monde, je suis allé voir le film sans aucune attente. Hein. Je trouve qu'il y a une campagne délirante autour du film. Et j'avoue que les productions estampillées film à Oscar, ça me fait toujours un peu peur. Et contre toute attente, je suis plutôt de l'autre catégorie, puisque j'ai passé un excellent moment. Alors oui, vous l'avez dit, hein, le personnage est détestable, comme le sont les héros de Good Time et Duncan James. Voilà. C'est compliqué de passer 2h30 avec lui, mais à côté de ça, c'est un vrai moment de cinéma. Là aussi, on assiste à une leçon de mise en scène. Hein. Les travelling sont fous, la photographie est splendide, la musique composée pour le film par Daniel Lopotin est incroyable. Et oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et par rapport à ce que tu disais, Christina, la réutilisation des années 50, c'est parce que, de la musique des années 80 sur des années 50, je pense que c'est parce qu'il y a justement au début des années 80 un espèce de revival dans cette période-là. On le revoit dans Retour vers le futur, dans Blue Velvet ou Happy Days, et avec le retour en plus de la chanson du rockabilly à l'époque. Et puis les années 80, c'est aussi la convocation du self-made man, hein, cette mythologie qui veut que tu te fasses tout seul. Et puis c'est les années Reagan, le capitalisme outrancier accompagné d'un individualisme exacerbé, un peu à l'image de Marty Supreme, qui moi je trouve pas... Le choix des chansons est très racoleur, hein, les paroles, le truc, enfin tout est trop grossier, enfin c'est tellement fait pour c'est tellement bateau. Prendre des années 80 et faire de la bonne, enfin aller chercher d'autres types de titres, aller chercher autre chose. Ouais, enfin il y a plus de compositions que de chansons. Les chansons sur 2h30, ça fait 20 minutes, donc bon. Et puis il y a tout de même beaucoup de musique des années 50 en musique diégétique pour le coup, mais voilà, il y a la bande son Aussi, en années bien 50 sûr. est Oui, très très c'est présente pas- tout de même. C'est pas une surcharge de chansons des années 80 non plus. Il y en a 3-4 par-ci par-là. Oui, mais c'est la sonorité qui veut donner Oui, au film. voilà. Hein. Moi, ça m'a pas marqué. Tu écoutes les compositions de Lopatin, on se croirait dans des films des années 80, justement. Mais je prends, hein, je trouve que c'est une image intéressante au récit. L'une des peurs que j'avais, c'était que le film ne raconte pas grand-chose. Alors, oui, si, c'est un récit initiatique d'un ado qui va devenir adulte, mais au-delà de ça, à travers l'immaturité du personnage, sa nonchalance, son arrogance, son insolence, son énergie, j'ai cru y déceler une critique des États-Unis comme allégorie du personnage principal. L'Amérique, à l'image de Marty, peut être vue comme un adolescent doué, mais totalement irresponsable. Et j'ai écrit ça, c'était avant l'Iran. Hein. Ouais. Après, Marty est aussi très proche de Uncut James, du héros de Uncut James. Les deux possèdent une espèce de confiance excessive en leur réussite, ils progressent dans une forme de déni de la réalité et leur trajectoire ressemble à une fuite en avant balisée par des mensonges toujours plus gros. Et je comprends que quand le film défile à 100 à l'heure, c'est parfois un peu too much dans les rebondissements et les différentes péripéties qui jalonnent le récit, mais globalement, j'ai pas boudé mon plaisir. Merci à tous et à toutes. On va passer aux notes du coup pour ces deux films actus. On commence évidemment avec Aucun autre choix de Park Chan-wook. La note de Christina sur 10. 7,5. Louise. 8. Ah bah Thibaut. 6,5. Bon, moi, je vais mettre 5,5. Voilà. Je suis le pisse-froid sur ce film. Et sur Marty Supreme, c'est pas moi le pisse-froid. Alors Marty Supreme, ça faisait longtemps. Voilà. Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps, ça me manquait, Christina. Je mets, allez, 7,5. Docteur Raymond. 6 sur 10. Louise. 9. Oh. Ça y est, Louise is back. Christina. 4. Ouais, Mister Thibaut. 7. 7, merci à tous. On va rester sur l'actu et je sais qu'il y a des coups de cœur. Il y en a plein. On dit toujours que le début d'année avant Cannes est compliqué, mais non, il y a pas mal de bons films. On va commencer avec Christina. Tu as un coup de cœur que tu l'as vu il y a pas longtemps, un film anglais, je crois, non? Que tu conseilles? Oui, un premier film, Pillion. Voilà, je me suis laissée attirer par le
par la plastique de Alexander Skarsgård en cuir. Skarsgård. Mais en cuir et caresse. Donc Bon, c'est un alors, film qui est on se calme. Oui, très bien. Alors, on va passer à Thibaut. Non, Merci. déconcertant et surprenant. Comme tu l'as dit, c'est un premier film. Il est un peu plus mutique que Timothée Chalamet, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un premier film et partir dans une histoire telle que celle-là, dans l'univers des bikers et du BDSM, dans une relation étrange entre deux jeunes hommes, portés par l'intensité, bah oui, c'est extrêmement drôle, portés par l'intensité d'Alexander et de Harry Melling, ne l'oublions pas. Il m'a fait chialer ce con. Ouais. Ouais, c'est clair. Ah là, mais il se passe vraiment quelque chose entre les deux, et puis ça explore le désir, le consentement. La scène de la cuisine. Donc c'est atypique, c'est dérangeant, c'est profondément humain, et puis voilà. Donc vivement la suite, j'ai hâte de voir son prochain film. Ça s'appelle Pillion de Harry Layton. Foncez le voir. J'ai lu dans Libération quelque chose qui était assez intéressant, c'est que d'habitude les films montrent du sexe pour parler d'amour, et on parle d'amour pour montrer du sexe, et ici on montre du sexe pour parler d'amour. Tout à fait. C'est vrai. Je trouvais que c'était assez juste. Ouais. Ah, mais c'est un film très risqué et il s'en sort haut la main, le réalisateur, franchement. Il trouve la bonne distance par rapport à son sujet. Je pense qu'il a dû couper beaucoup plus de scènes qu'habituellement, parce que c'est... Et tout le monde est d'accord sur ça. Tout ce que j'entends, c'est pas le chef-d'œuvre, mais c'est vraiment chouette. Voilà. Donc ensuite, on a un coup de cœur pour Mister Thibaut, que je partage aussi. Vas-y, je te le laisse. Oui. Alter Ego de nos chers Nicolas et Bruno. Cocorico. Alors Nicolas et Bruno, si vous les connaissez pas, c'est ceux qui ont fait Message à caractère informatif, qui ont fait La personne aux deux personnes, ou encore l'adaptation que je suis peut-être l'un des seuls à aimer de The Office, mais en version française, Le Bureau. À chaque fois, on retrouve un univers autour de la Cogip, de la Cogirep. C'est Alter Ego mené par Laurent Lafitte, qui est incroyable, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui. Le film est drôle. Vous laissez pas avoir, l'affiche est moche, mais c'est vraiment un des films les plus drôles que j'ai vu depuis bien longtemps. Vraiment, ça va faire du bien aux zygomatiques, allez-y. Voilà, je partage ce que dit Mister Thibaut. J'y ris aux larmes. Ça m'était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Mais vraiment, voilà, il y a un passage, je dirais rien, mais il y a un passage où j'ai vraiment été en train de pleurer de rire. Et ce qui est génial, c'est que c'est un film à concept, parce que c'est un film absurde, sur l'absurdité. Et il tient jusqu'au bout, ce qui est très rare et très difficile à faire quand on est scénariste. Et franchement, il est à la hauteur des meilleurs Dupieux pour moi. Voilà. Donc, c'est même meilleur qu'un Dupieux. Simandibule. C'est peut-être meilleur que les derniers Dupieux en tout cas. Oui, de toute façon ça sûr. Le piano, machin, je sais plus comment il s'appelle. L'accident de piano. L'accident de piano. Voilà, bref, donc le cinéma français absurde a encore des beaux jours devant eux. Et nous passons maintenant à notre bon vieux ciné-club, mais après une petite bifurcation vers le Breakfast Club le mois dernier, nous revenons au collectif Le Dernier Mot de Trop, avec le film culte du grand Brian De Palma, réalisé en 1985, qui s'appelle Body Double, le film charnière de sa carrière. Et il sera projeté au 3 Luxembourg le mardi 7 avril à 20h30 et il sera présenté par un certain Dr Raymond et moi-même. He thought he was watching her, but she was watching him. Le pitch. Après avoir perdu un rôle d'acteur et sa petite amie par la même occasion, Jake prend enfin une pause, il s'offre une maison dans les collines d'Hollywood. Et bientôt, il est témoin d'un meurtre de sa belle voisine, il décide d'enquêter. On avait déjà évoqué De Palma il y a quelques mois pour le film rétro Phantom of the Paradise. On avait donné nos tops, donc ça on reviendra pas dessus. Et François et moi, du coup, on a étudié le film de fond en comble. On va d'abord vous écouter Louise sur Body Double. Ah, c'est moi qui commence. Waouh, j'avais mal retenu. Moi, c'est très court, d'accord. C'est smart. J'aime bien l'ambiance. Voilà, mais je trouve que ça a vachement vieilli. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai écrit. J'avais écrit plein de trucs et en fait je me suis dit ça sert à rien, franchement faut aller à l'essentiel. Je pensais passer en 3e, pardon. Mais voilà, en fait ça résume bien ce que j'ai ressenti en regardant ce film.
Ah ouais, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre d'une modernité sans borne, justement. Au contraire, c'est marrant. Hein. Et Mister Thibault? Moi j'avais lu le résumé, je savais que je passais en deuxième, donc j'ai mis un petit truc. Non, Body Double, c'est un film que je regarde toujours avec autant de plaisir. Avec Blowout, Body Double est sûrement un des films de De Palma où on retrouve le plus les obsessions du réalisateur, le voyeurisme, la mise en scène comme outil de manipulation, le regard sur Hollywood et ceux qui fabriquent des films, et surtout l'intérêt pour le cinéma d'Alfred Hitchcock, donc je suis également un très grand fan. Sur ce dernier point, c'est une sorte d'influence qui traverse toute sa carrière, mais Body Double représente, je pense, l'exemple le plus criant. Oui. De Palma, il reprend des éléments similaires au grand succès d'Hitchcock qu'il a fait chez Universal, Fenêtre sur cour, Sueur froide ou encore Psychose. On retrouve un homme qui regarde quelqu'un à la fenêtre et qui va assister à un crime, comme dans Fenêtre sur cour. On a également une fascination pour une femme blonde que le héros va suivre, mais il va être empêché par un handicap sévère, sa claustrophobie. Une situation qui fait évidemment écho au vertige de Jimmy Stewart dans Vertigo. Alors là, je pourrais détailler davantage les ressemblances, mais ce serait au risque de divulgacher le film aux auditeurs qui ne l'ont pas encore vu. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, sur la claustrophobie du film, c'est loin d'être une simple astuce de scénario. Au contraire, c'est un vrai élément dramatique dans le récit. Et à l'époque de la sortie de Body Double en salle, beaucoup de critiques y ont vu une espèce de métaphore sexuelle. La claustrophobie représenterait la peur de l'intimité, c'est pourquoi le héros se réfugie dans le voyeurisme, puis dans le porno, où le désir et la sexualité deviennent des spectacles aussi artificiels qu'illusoires. Et comment ne pas parler de la fantastique musique de Pino Donaggio, un des compositeurs préférés de De Palma. Ensemble, ils ont fait 7 films, dont Blowout et Carrie. On peut évoquer la scène du clip Relax de Frankie Goes to Hollywood, tellement génial que c'est une scène qui est analysée dans les écoles de cinéma. Je l'ai analysée dans mon école de cinéma et elle se termine par cette espèce de faux split screen qui est pour moi un des plus beaux plans de l'histoire du 7e art où en fait il ouvre la porte. On comprend pas trop, on la voit elle en plan plus rapproché, on comprend que c'est un miroir qui est dans la porte. Et je passe rappel Thibaut. On l'a revu récemment, Bateau aussi sûrement. Et donc, t'as la caméra qui tremble un petit peu et on voit l'équipe du film. On voit De Palma, lui-même d'ailleurs, et son chef opérateur sur le travelling et tout. Et ça dure 2 secondes et c'est incroyable comme mise en abîme. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, la vérité. On en reparlera. La vérité, exactement. Aujourd'hui, Body Double, c'est un peu un film à l'image de cette scène. Il y a un petit côté très kitsch qui lui donne un vrai cachet. Et on ne sait pas vraiment si on assiste à une série B ou à une analyse pointue sur l'industrie du cinéma et sur la place du spectateur. Tout à fait. Merci, Mr. Thibault. Je vais resituer le film. En fait, donc l'année d'avant, c'était donc il a fait un succès incroyable avec Scarface. Hein, je parle bien sûr de Palma. Et tu parles pas de Thibault. Les studios... Ah ouais. C'est pas Thibault dont tu parles. Si Thibault a réalisé Scarface, bravo. Julien sera ton fan. Et donc les studios se sont dit tiens, il peut réaliser des gros projets avec du gros budget. Et alors il a eu des problèmes avec un producteur par rapport au coût d'un film qui s'appelle The Project Fire avec John Travolta en rockstar, mais ça s'est jamais fait évidemment. Et donc du coup il a embrayé sur Body Double. Et les producteurs étaient vraiment sûrs de la popularité de notre ami. C'était Columbia Pictures pour être précis. Voilà, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait du suspense, du sexe, du meurtre sanglant. Tout était réuni. Évidemment, il a fait un peu ce qu'il a voulu, donc ça a déplu aux critiques, au public, etc. Mais le film est devenu ultra culte. Quand j'ai regardé sur internet en faisant des recherches sur le film, mais les experts, les cinéphiles, ils le placent 2e, 3e film des meilleurs films de De Palma. Il est devenu, il a fait un carton en VHS. C'est vraiment l'archétype du film culte. Bien sûr, c'est le film où il tue le père Alfred Hitchcock. Donc c'est vraiment le film charnière de De Palma. Il y a 2 carrières, ça c'est jusqu'à Body Double, et après à partir des Incorruptibles, Mission Impossible, etc. Et là, dans ce film-là, c'est vraiment une sorte de comme si un DJ samplait Hitchcock, quoi. On a vraiment, t'en as parlé, t'as cité les Vertigo, Fenêtre sur cour. Il y a aussi je dirais pas à quel moment, mais il y a donc l'Inconnu du Nord Express. Voilà. Venez le 7 avril au 3 Luxembourg, on développera. Il y a aussi du Psychose, il y a Le crime était presque parfait. Et ça, je peux le dire, c'est quand même incroyable qu'il ait choisi Melanie Griffiths, qui est la fille de Tippi Hedren. Voilà, donc ça c'est par hasard. Brian, tu nous auras pas là-dessus. Voilà, donc et là, il tue le père dans ce film d'une façon magistrale. C'est plus
il le tue, mais en faisant un pastiche d'Hitchcock. Moi, je trouve, comme tu l'as dit, c'est Oui. kitsch, mais c'est volontaire. Il critique le vulgaire de Los Angeles des années 80. Oui. C'est un Et film à l'époque, d'intelligence. c'est passé premier degré, en fait. C'est pour ça. C'est le problème d'Hollywood avec C'est le ça. recul. Et je pense qu'au contraire, il a justement bien vieilli, en fait, du coup. Parce que voilà, le kitsch mal passé, maintenant, pour moi, du coup, est une critique de la vulgarité hollywoodienne de ces années-là. Je donne la parole d'ailleurs au docteur Raymond. Voilà, bon, on va pas redire ce qui a été dit effectivement sur Hitchcock, effectivement, et c'est voilà cette reprise des thématiques hitchcockiennes à l'aune du vidéoclip 80, donc effectivement qui dépasse, comme tu l'as très bien dit, ce que ce brave Alfred ne pouvait Oui, pas montrer, et c'est vrai. là De Palma va se vautrer dedans. Il l'aurait peut-être fait, Alfred. On est dans une célébration effectivement sans vergogne du mal gaze, avec cette métaphore filée sur le désir justement comme inspiration créatrice du cinéma, et d'ailleurs à tel point, à telle enseigne qu'il voulait à la base que les scènes intimes ne soient pas simulées. Et le studio a dit non, t'arrêtes tes bêtises, ça va 2 minutes. Donc effectivement, ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé, c'est à la fois cette célébration des formes du cinéma marginal, déjà à l'époque. Le film d'horreur, le film pornographique, le vidéoclip, la SF et toutes les interconnexions qu'elles ont ensemble. Et c'est présenté en jeu de miroir, justement, à la fois dans la réalité diégétique et dans le film, dans les films, en brouillant bien entendu les frontières entre les deux. Mais effectivement, comme vous le signaliez, très cher confrère, l'un des personnages principaux de ce film, c'est effectivement Hollywood. Hollywood qui est partout, qui est même jusque dans la bande-son, puisque Relax, le morceau clé de ce film, c'est de Hollywood. Frankie Goes to Hollywood. Il est question d'un film Holly Does Hollywood, parodie de Debbie Does Dallas, naturellement. Et voilà, Hollywood, on en parle et on le voit sous tous ses aspects, du plus reluisant, avec ses belles villas à la mode, ses belles routes ensoleillées, et en même temps, dans son côté les plus scabreux, avec effectivement les petites gens, les petits métiers, voilà, Oui, les c'est vrai, tâcherons, ouais, c'est ça. les soutiers du Les acteurs cinéma, de seconde zone. auquel il rend hommage aussi. Et c'est rendu visuellement assez saisissant par justement cette transposition de la réalité topographique d'Hollywood, donc qui est bâtie sur une colline, et qui va devenir une arène tentaculaire pour une course-poursuite dans un milieu architectural, tout en terrasse, tout en escalier, tout en tunnel, bien sûr. Voilà, la séquence de filature, c'est pour moi c'est extraordinaire. C'est là la mise en scène et le plan séquence dans le centre commercial, l'ascenseur. Alors l'ascenseur qui revient très souvent chez De Palma, et dans les ascenseurs de Palma, soit il y a un mort, soit il y a un problème. Voilà, mais c'est jamais dans bon quand il y Pulsion. a un ascenseur chez De Palma. Dans Pulsion notamment, voilà, dans Les Incorruptibles. Enfin bon, pardon, docteur Raymond, mais voilà, je rebondis sur cette fameuse scène de filature, elle est magistrale. L'environnement illustre de manière très très brillante les propos du film, un film qui est à la fois brillant et décomplexé, que j'invite bien entendu tout le monde à aller venir voir sur le grand écran. Merci à toutes, merci à tous, et nous avons un invité surprise. Julien, sur Body Double, tu voulais dire un petit mot. Oui, en direct de mon 91, en différé. Body Double, pour moi. Alors, il faut savoir ici que ceux qui me connaissent dans le podcast, ceux qui me connaissent en dehors, sachent que je suis peut-être un des plus grands fans de Brian De Palma. Pour dire que j'attends impatiemment cette séance du 7 avril avec Dr Raymond et le sieur Jérém. Body Double a toujours quand même une place à part dans la filmo de Brian. Je crois qu'on est 2 ans après Scarface. Exactement. Donc c'est quand même... Un an avant Les Incorruptibles. Voilà, donc on est entre 2 grands films de studio, quand même, parce que c'est quand même 2 grands films de studio et 2 succès majeurs critiques et publics. Et cet animal de Palma nous fait Body Double entre les deux. Voilà, il se dit, tiens, je vais me lâcher entre deux gros films qui ne seront pas interdits au moins de 17 ans aux États-Unis. Et c'est un peu son gigantesque bras d'honneur au cinéma studio en tout cas. C'est un peu son dernier grand hommage à son maître, entre guillemets, voilà, le maître de cinéma qui est Alfred Hitchcock. C'est ça, il enterre Alfred, il enterre papa. Et il a décidé de... Ouais, c'est ça, il enterre son complexe d'Oedipe, où il en fait des tonnes, et il donne tout ce qu'il a sur le thème du double, le thème de la manipulation, le thème des pulsions. Qu'est-ce que c'est bon. Des pulsions de mort, les pulsions de sexe qu'on peut avoir tous ces personnages à la fois dans les films d'Hitchcock et à la fois dans les films de De Palma.
Et oui, tu as ce côté jouissif que j'avais en tête à l'époque. Donc là, je sais pas comment je vais réagir quand je vais le revoir le 7 avril. Et ben, c'est simple, venez le mardi 7 avril à 20h30 au cinéma Les Trois Luxembourg pour prendre un méga pied cinématographique. Et n'oubliez pas ceux qui aiment Frankie Goes to Hollywood aussi. Aussi, voilà. Parce que n'oubliez pas que Relax. c'est un film qui s'adresse aux fans. Exactement. Merci Julien. Bon, on va terminer l'émission comme d'habitude avec notre film rétro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Et nous avons voté, toute l'équipe a voté cette fois, pour un film qui fête ses 30 ans, la sortie en mars, pile poil 96. Je ne sais pas si vous avez déjà deviné, on en a parlé tout à l'heure vite fait, c'est un film immense, c'est un classique absolu du polar. Je parle de Hit de Michael Mann. En plein cœur de Los Angeles. Tu reconnais leur méthode? Leur méthode, c'est d'être des pros. Si tu crois que ces mecs vont marquer un essai et passer à autre chose, moi, j'en doute. Un inspecteur de police implacable est sur la piste Où est-ce qu'on en est? d'un voleur professionnel. Tu es le fugitif numéro 1 et tu es blessé, ça double les risques. Faux, ça quadruple les risques et je suis 2 fois plus dangereux que ton pire cauchemar. Le pitch, la bande de Neil McCauley à laquelle est venu se greffer Wayne Grow. Une nouvelle recrue attaque un fourgon blindé pour s'emparer d'une somme importante. Cependant, ce dernier tue froidement un des convoyeurs et Chris se retrouve obligé de terminer le travail. On va commencer cette fois avec Mr. Thibault, qui bien sûr est un fan de ce film comme beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Alors après Seven le mois dernier, nous revoici dans cette bonne année 1996. Hasard du calendrier et des votes, nous enchaînons le film anniversaire de réalisateurs connus pour leur obsession et leur exigence cinématographique, David Fincher et Michael Mann. Aujourd'hui, c'est le deuxième qui nous intéresse pour l'un de ses films les plus emblématiques, Hit, qui serait certainement devenu l'une des pierres angulaires de son cinéma, parce qu'on retrouve là aussi toutes les obsessions du cinéaste, parce que c'est l'un des plus grands films policiers de ces 30 dernières années, et parce qu'il existe également un pilote du film. Pour la jeunesse du long métrage, à la base, il est à la rencontre de Michael Mann avec Chuck Adamson, un ancien policier de Chicago, avec qui il collabore sur Le Solitaire ou sur la série Deux flics à Miami. L'ancien flic officie comme conseiller technique, ce qui permet d'atteindre une forme d'authenticité chère au cinéaste. Mais Chuck Adamson est aussi connu pour être particulièrement loquace et de raconter beaucoup d'anecdotes. Et l'une d'elles va particulièrement marquer le réalisateur, la rencontre entre Chuck Adamson et un braqueur récidiviste, Neil McCauley. Après avoir passé quelques années derrière les barreaux, pour le pédigré c'est 25 ans de tôle dont 8 ans à Alcatraz et 4 ans à l'isolement, McCauley s'installe à Chicago. Persuadé qu'il va retourner vers le grand banditisme, Adamson décide d'opérer une surveillance à bonne distance de l'ancien tôlard et de sa bande. Au gré de la filature, Adamson découvre un criminel particulièrement brillant et méticuleux. Fasciné par le type, Adamson décide de faire une sorte de trêve et lui propose alors de discuter autour d'un café. Les deux types échangent cordialement en se rappelant qu'ils pourraient chacun être obligés de tuer l'autre s'ils venaient à se recroiser. Une nouvelle rencontre qui aura lieu le 25 mars 1964. Ce jour-là, McCauley et sa bande organisent un braquage de supermarché, mais les choses ne se passent pas comme prévu puisque Chuck Adamson et les forces de police sont déjà présentes sur place. À la sortie du braquage, une course-poursuite s'engage. Celle-ci se terminera par la mort de Neil McCauley, abattu par Adamson. Cette histoire vous rappellera forcément quelque chose si vous avez vu Hit, une anecdote qui fait beaucoup écho aux obsessions de Mann et qui ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. À la fin des années 70, le réalisateur se lance alors dans l'écriture d'un scénario autour de ce récit, mais comme le cinéaste sort tout juste du Solitaire, il n'a pas très envie de s'enfermer dans un genre et d'être catalogué. Il propose alors le scénario à son grand copain Walter Hill qui, heureusement pour nous, va le décliner. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi il l'a décliné, mais comme le script original fait 180 pages, ça laisse entendre que c'est un film très long et très détaillé, 1 minute pour chaque page. Nous sommes à présent dans cette bonne année 1988. La carrière de Michael Mann n'est pas au mieux après l'échec de ses 2 derniers longs métrages, La Forteresse Noire et Le Sixième Sens. Et le cinéaste décide de reprendre alors son vieux scénario, de l'élaguer 210 pages dans l'optique d'en faire une série télé. Et en 19 jours, Michael Mann tourne Los Angeles Takedown ou LA Takedown, un pilote de série qui n'aura jamais de 2e épisode. Pour l'histoire, le patron de NBC à l'époque n'aimait pas l'un des comédiens principaux et il a imposé son veto.
Mann ne voulait pas être désobligeant avec son comédien et il a décidé de se retirer puisque le scénario lui appartenait et malheureusement à perte pour lui. Aujourd'hui, si vous avez envie de revoir LA Takedown, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Au regard de Hit, c'est une œuvre très intéressante, une sorte de prototype de galop d'essai dans lequel on retrouve beaucoup d'éléments de Hit au point qu'on peut faire le jeu des 7 différences, les différents braquages. On retrouve un comédien d'ailleurs, Xander Berkeley, qui joue Wenbro dans le téléfilm et qui dans Hit joue l'amant de la femme de Vincent. Malgré cela, difficile d'arriver au même résultat quand vous n'avez que 10 jours de pré-production et 19 jours de tournage. Pour comparer, Hit, c'est 6 mois de pré-production et 117 jours de tournage. À l'arrivée, à l'instar de Seven, on est face à un long métrage qui redéfinit les codes du film noir avec un souci d'hyper-réalisme. Quand on revoit Hit aujourd'hui, on est frappé à quel point le film a inspiré la pop culture, entre The Dark Knight, qui le cite ouvertement, de l'aveu de Nolan même, ou GTA, qui reprend des braquages très similaires. Hit n'a rien perdu de sa superbe. Le film aura au moins permis à Michael Mann d'obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Mais pour revenir au film, je vais laisser le Dr Raymond nous faire un retour dessus. Oui, et d'ailleurs, on n'a même pas parlé. Qui joue dans Hit, Dr Raymond? Oui. Si. On te laisse faire le casting. Citer les 150 acteurs qui jouent dans le film. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu. Ils savent pas que c'est donc Robert De Niro et Pacino, les enfants. Petit détail. Tout petit détail. Entre autres. Ce qui est formidable pour le spectateur, c'est effectivement cette rencontre de deux géants. Donc effectivement, Al Pacino en Hannah, le policier, et De Niro en Macaulay, le truand. Deux acteurs mythiques qui se retrouvent à jouer ensemble 20 ans après le Parrain 2. L'effet de miroir est soigné, puisque au fur et à mesure du récit, on se rend compte qu'on assiste à la lutte de deux personnages étonnamment semblables, deux solitaires qui sont isolés de leur vie familiale, de leur vie sentimentale par leur métier qui les absorbe tout entier, deux types exceptionnels qui sont entourés d'incompétents absolus et ce qui va les freiner totalement, et deux obsessionnels qui vont à leur perte, et ça se voit bien quand même Anna, donc le bon gars, the good guy, joué par Pacino, va mettre la vie en danger d'une enfant, et on se rend compte qu'au final, il est aussi insensé que son alter ego mafieux. Donc c'est un polar nihiliste extrêmement bien construit, qu'on peut trouver un peu froid cependant, malgré la débauche opératique de scènes d'action. Et malgré alors le fait que c'est du très grand cinéma, mais ça personne n'en doute, on peut trouver quelques aspects qui auraient peut-être gagné à être développés. Notamment, moi je regrette à titre personnel que la romance de De Niro, qui est pourtant essentielle justement pour montrer des aspects rédempteurs du personnage, est finalement assez peu développé, ce qui à mon sens nuit un peu à l'investissement émotionnel et donne ce côté de froideur, encore une fois un peu nihiliste à cet ensemble. Il dure déjà 2h50 et... Il aurait pu enlever les romances aussi. Oui, mais c'est ce qui humanise justement nos personnages. Oui, mais pas assez. Il y a un entre-deux, ça je suis... Moi je trouve que c'est limite parfait, mais parce que je trouve que justement chez Michael Mann, et donc surtout dans ce film, il donne une part énorme au second rôle quand même. Parce que là tu parles de la romance de De Niro, oui certes, t'aurais aimé que... Mais il y a Ashley Judd et Val Kilmer. Voilà, oui, parce que c'est des seconds rôles là quand même. Et je trouve que pour moi, la scène de séparation où elle lui fait un signe, il passe en bagnole et elle est là, les flics sont chez elle et elle sait qu'elle le reverra jamais. Moi, j'étais en larmes. Je ne l'oublierai jamais quand elle est là, elle le regarde. Et en plus, elle ne doit pas pleurer parce qu'après, elle revient dans son appart. Il y a des flics qui sont là. Donc, tu peux pas pleurer. Tu es obligé, tu dis à l'homme que tu aimes, je te reverrai jamais, casse-toi. Et tu dois pas pleurer. Enfin, moi, je sais pas ce qu'il te faut, Dr Raymond, on sait que t'es un pisse froid, mais non, mais je rigole. Peut-être justement que ces romances auraient gagné à être fusionnées et reportées sur le personnage principal, ça aurait donné peut-être plus de lisibilité à l'ensemble. Moi, si j'ai plus sur des réserves, c'est l'astuce de scénario, c'est Nathalie Portman qui se retrouve dans La Baignoire. Le mec est à l'hôtel, on sait pas comment il connaît son hôtel. En fait, j'ai du mal avec ça. Ah oui. C'est tout. Ouais. C'est ma seule réserve. Mais continuez, monsieur, docteur. Non, c'est terminé. Continuez à descendre ce film. Ah, très bien. Louise, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Moi, tout comme Body Double, je reconnais bien sûr la qualité de technique de ce film et tout ce que vous voulez, mais en fait, je suis assez d'accord avec ce que disait Christina, que potentiellement ça aurait été peut-être
mieux qu'il n'y ait pas ces histoires d'amour, parce que ces histoires d'amour, moi, en fait, c'est juste, ça met encore plus en avant le fait que c'est des mecs qui font joujou avec des armes et qui font de la merde, pendant que les meufs s'occupent des mioches à la maison. J'appelle Eddie. Plus de ces films. Vraiment, je ne peux plus supporter ces films où... Enfin, vraiment, j'ai du mal à accrocher au personnage, quoi. Vraiment, c'est insupportable. L'intrigue ne m'intéresse pas. Voilà. On va faire que des films des années 2020. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Attends, il y a des milliers de films de patrimoine que j'adore. The Rocky Horror Picture Show. Mais c'est vrai que ça, j'adore ce film. The Rocky Horror Picture Show. Bon, le mois prochain, on va s'éclater. En fait, c'est juste que des films de mecs, par des mecs, pour des mecs, franchement, ça me gave. Ça me gave. Trop de personnages, trop de musique, trop d'explosions. Et ça fait partie de ce genre de film où toutes les 3 secondes... La fusillade, elle est géniale. Mais ça dure une éternité. Vraiment, une éternité. C'est inintéressant. Genre, je suis désolée, mais ça ne m'intéresse pas. Et au-delà de ça, les films où il faut changer toutes les 3 secondes le son parce que soit tu entends rien à ce qu'ils disent parce que c'est une scène de suspense ou une scène de romance ou je sais pas quoi. Puis soudainement, tu sais pas pourquoi, pendant 15 minutes, ça explose dans tous les sens et du coup, tu dois baisser ton enceinte et t'es là, au secours, mais qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, parce que le travail sur le son est exceptionnel, il faudrait faire un peu plus ils ont travaillé pendant des semaines et des semaines sur le tournage pour justement calibrer le vrai son de ces fusillades. Je remets pas en question la qualité du son. Je remets en question la balance du son. Genre, mon gars, pense aux oreilles de tes spectateurs et qu'ils sont pas forcément au cinéma. Genre, 30 ans plus tard, ils regardent pas forcément ton film au cinéma. Et c'est un film... Les avions sont un peu forts à la fin. De trop. Et vous parliez des 150 personnages et des 200 pages de scénario, etc. Bah c'est littéralement, je l'ai senti. On va passer à Christina pour Hit. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Christina ? Non, mais Michael Mann est un réalisateur fondamentalement ancré dans les 80s, donc effectivement, et même il est fait juste un peu après, ou même les films qu'il a fait après, et effectivement, il est dans ce cadre-là, donc il lui faut 2 meufs, et il lui faut des scènes de sexe, voilà, ça donne une profondeur émotionnelle, certes, mais c'est un peu une excuse, enfin, voilà. Comme lui. Ah, pas tout à fait. Enfin bon, bref. C'est pas gentil. C'est pas gentil de me perturber. Jérém me montre une photo de David Lynch, donc ce qui n'a évidemment rien à voir. Qu'est-ce que je disais donc du coup. Non mais attends, David Lynch, les meufs, il les gère pas du tout comme Michael Mann. Hein. Excuse-moi, voilà. C'est quand même des femmes qui ont une vraie personnalité. And so what, on passe à autre chose. Il faut, voilà, on le prend pour ce qu'il est. J'enlève tout le reste parce que, pour répondre à ta question, je suis une fan absolue de De Niro, évidemment, et de Al Pacino et de toute cette mythologie du cinéma américain. Donc, waouh, enfin, comment ne pas être en transe devant ce film. Ça, c'est la rencontre. Et pour moi, le film, c'est ça et surtout ça. C'est 2 monstres sacrés face à face, le truand méthodique, le flic obsessionnel. Et pendant des années, parce que vous parlez du Parrain, mais en fait, ils se croisent jamais dans le Parrain, puisqu'ils jouent pas les rôles à la même époque. Et là, on se dit, ah bah voilà, on va enfin les voir ensemble dans un film. Presque. Puisqu'en fait, ils ont jamais de plan commun. Vous imaginez pas ma frustration absolue, mon état de nervosité. Non, mais c'est vrai. Je crois qu'il faut attendre 2h20 sur 2h50 pour les voir dans le bar. Et j'ai entendu un autre, quelqu'un qui me parlait de ce film et qui me disait d'abord au début, je l'ai vu la première fois, je me disais ok super, tout ça pour 2 mecs qui boivent un café. Et après il l'a revu et dit oh, mais en fait c'est génial, c'est 2 mecs qui boivent un café. et c'est exactement ça le film. C'est résumé à ça, à ce qui se passe entre eux et on parle, enfin c'est des doubles, ces 2 acteurs-là. C'est un espace de projection, et puis Michael Mann filme la ville comme personne, encore un territoire mental, et puis il filme ces 2 hommes de face d'une même pièce. Et c'est ça qui nous met dans ce film-là. C'est le reflet permanent, le flic et le braqueur, les mêmes tics, les mêmes rigidités, la même incapacité à ralentir. L'un prétend défendre l'ordre, l'autre assume le chaos. Mais ils sont structurés dans exactement la même obsession. C'est pas des ennemis, c'est des doubles. Donc voilà, malgré toutes les limites 24 mois joue à double. Du film, hein.
Bah oui, deux fois double. La rencontre du braquage, la précision, le son, la tension, tout ça monte, comme tu disais, un hit. Et donc c'est un grand film pour moi parce qu'il parle d'hommes. Bah oui, c'est un film d'hommes qui parle d'hommes et qui sont incapables de sortir de leur propre trajectoire et le film de sa propre époque. Des hommes qui choisissent leur code plutôt que leur bonheur, bah, tant pis pour eux, hein, et qui savent au fond que ça les condamne. Donc 30 ans après, on peut questionner bien sûr cette vision masculine et caricaturale du monde, mais le face-à-face final dans cette lumière froide de l'aéroport, pour moi, reste absolument intact. Et on comprend que le film n'a jamais parlé de police, de braquage, c'est pas le sujet, en fait, pour moi. C'est un film d'obsession et du prix à payer quand on confond identité et performance. Voilà. Merci Christina. Et il y a Julien qui arrive, qui vient juste pour nous dire un petit mot sur Hit. On t'écoute, Julien. Hit, alors moi j'ai du mal à réaliser que le film a 30 ans et que bientôt nous aurons droit à Hit 2. Alors, je sais pas si le titre sera ainsi, mais apparemment Michael Mann a décidé d'en faire un préquel. J'ai du mal à réaliser. C'est pour dire que j'ai l'impression d'être dans un autre espace-temps. Alors, je suis à la fois hyper inquiet et hyper curieux de voir cette replongée dans l'univers de Hit. Et on va citer encore un sommet de réunion d'acteurs, un sommet baroque, un sommet de mise en scène, certainement. Pour revenir sur le tout premier, je pense que c'est, comme vous l'avez dit, je pense que c'est un film pivot, un film charnière. Comme on en a parlé sur Seven, c'était le film pivot pour le thriller sombre et glauque. Et Hit, c'est le film pivot du film policier. Oui, c'est vrai que c'est niveau polar, crépusculaire, sérieux et cérébral. C'est vrai que c'est un film important dans l'histoire du cinéma, c'est vrai. Tout à fait. Alors, t'as eu des tentatives comme Training Day, qui malgré ses défauts a quand même des qualités d'affrontement entre Ethan Hawke et Denzel Washington, quand même. Moi j'aime bien ce film, mais t'as pas effectivement la maestria de Michael Mann sur Hit. Et mention spéciale au dialogue de Al Pacino qui est sous coke, hein, qui est tellement sous coke sur ce film. Je pense réellement que je pense au dialogue, mais quel cul de DS, n'est-ce pas? Alors moi je pense en AVF. On n'a pas cité, personne n'a cité. Oui, c'est vrai. Mais quel cul de DS. Non, la VF est super, ouais. Oui, c'est vrai, je me souviens. On lui dit, mais qu'est-ce que tu trouves à cette femme, et lui, il fait, mais c'est juste qu'elle a un cul de DS. Voilà, et là, il a un regard, il a une expression, il a le doubleur français d'Al Pacino était incroyable. Et voilà, parce que voilà, c'est ça. Et moi, ce film est sans filtre sur la manière dont les flics bossent, en fait. Et comment ce que j'adore avec Mann, c'est qu'il va respecter le travail d'un policier, dans le sens où il sait que c'est un travail très difficile, et il sait que carrément d'un Friedkin dans French Connection aussi, où il sait que ce qu'ils font, la manière dont ils des enquêtes, la manière dont ils fréquentent des salopards, ils fréquentent des milieux archi-criminels, et ça rejaillit sur eux. Et ils deviennent comme eux, ou ils deviennent aussi tarés qu'eux, entre guillemets. Là, donc la frontière est très mince, et c'est ça qu'on veut explorer au cinéma. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est cette frontière très mince. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Moi, ça m'intéresse pas de voir des policiers bêtes et méchants contre des gangsters qui savent tirer 70 balles à la seconde. Mais c'est vrai que c'est génial parce qu'ils sont fascinés l'un par l'autre. Et d'ailleurs, la séquence où ils se rencontrent dans le bar, c'est la première fois qu'ils se voient en vrai. Mais on a l'impression qu'ils se connaissent déjà par cœur, en fait. Parce qu'ils sont là, comme tu l'as dit, c'est un miroir l'un de l'autre, quoi. Ils se connaissent déjà. Voilà. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et même, je dirais à tout cinéphile ou à tous ceux qui veulent plonger dans l'univers, sur comment s'articulent les meilleurs films policiers, je pense qu'il faut commencer par Fresh Connection et Hit ensuite. Tout à fait. Voilà, c'est mes deux films de choix. Merci à toutes et à tous. On va faire un petit tour d'horizon du top 3 Michael Mann, parce qu'on ne l'avait pas fait quand on avait évoqué Ferrari il y a quelques mois. Docteur Raymond, votre top 3 Michael Mann. En premier, je mettrais Collatéral. En deuxième, Miami Vice. Oh, ça va plaire à Edouard, et en troisième, alors c'est peut-être moins attendu pour le coup, mais bon, ça c'est mes obsessions personnelles, on va dire, le dernier des Mohicans. Bah oui, il est vachement bien. Mister Thibaut. Moi en 3, je mets Révélation. En 2, je mets Hit. Et en premier, je mets Le Solitaire. Alors j'enchaîne parce que moi, mon premier, c'est Hit et mon deuxième, c'est Le Solitaire. Aussi, je partage ton amour pour ce film d'une puissance folle. Michael, comme James Caan, complètement habité.
James Caan a un Et- peu regretté d'ailleurs parce qu'à l'époque le film s'est monté complètement sur lui et Oui. il a regretté que Michael Mann ne fasse jamais appel après par la suite alors que il s'est trouvé ouais. qu'il avait un peu lancé sa carrière. C'est vrai. Et en 3, je mets Collatéral parce que voilà, crépusculaire. Donc top 3 pour Christina. En 3, Miami Vice. En 2, Heat. Et en premier, parce que je l'ai vu, c'était mon premier film avec mon petit copain. Et j'avais pas mis les lunettes parce que je voulais qu'il m'embrasse. Du coup, j'ai pas lu les sous-titres et j'ai rien compris. Et je l'ai revu après. Et en fait, j'ai vu que c'était un film génial et je suis tombée amoureuse de Daniel Day-Lewis, donc le dernier des Mohicans. Ah voilà. Avec la petite histoire. C'est mignon. Et Louise, ton top 3 de ce réalisateur j'ai de vu Dom. que Hit et pour le moment je vais regarder que celui-là et je vais attendre un peu avant de regarder les autres donc mais il fait pas partie de mon top 3 hein. Parce que je te rassure, Le Solitaire, Collatéral ou Miami Vice, c'est des films de bonhomme. Hein, Oui, c'est vrai. Même vrai, Révélation, En fait, Révélation aussi. En hein. regardant les affiches des autres films de sa filmographie, j'ai bien remarqué que c'était des films de mecs, de vrais. Mais Et le du coup, je me Solitaire, suis c'est dit, le premier, c'est pas c'est le pour film moi. qui a le plus inspiré Drive. C'est vrai. Et Julien, ton top 3 Michael Mann. Alors bien évidemment, Hit, tout en haut. Ah oui. Collatéral et le dernier des Mohicans, même s'il est très différent et que c'est un film de studio qu'il a accepté. Dernier Mohican parce qu'il y a une place à part dans mon adolescence et pour Daniel Day-Lewis, évidemment. Oui, qui est extraordinaire et je rajouterais même Madeleine Stowe qui est Le couple magnifique. est extraordinaire. Le couple est génial. Wes Studi qui est mort il y a quelques mois malheureusement, qui joue le méchant est génial aussi. Donc voilà, bah merci mon cher. Merci à toi. Merci, c'était encore un plaisir. Merci d'être encore là pour notre 30e épisode. On verra où ça nous mène. Bon bah merci, on compte sur vous pour le mardi 7 avril 20h30 au 3 Luxembourg pour nous soutenir. Le dernier mot de trop, mais bien sûr 24 images secondes. Dr Raymond et moi pour Body Double du troublant Brian De Palma, qui n'a pas vieilli d'un iota. Non mais je rêve. C'était 24 images secondes. Nous sommes toujours présents sur Spotify, sur YouTube, sur Google Podcast. Hasta la vista. Baby.